Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Nous irons tout d'abord en Tunisie où de nouveaux accrochages entre djihadistes et forces de sécurité ont fait une dizaine de morts. On retrouvera notre envoyé spécial dans cette région, la frontière avec la Libye, Sandro Lutiens. Le Niger en pleine incertitude politique. À 10 jours du second tour de la présidentielle, l'opposition a décidé de suspendre sa participation au processus électoral et pourrait donc ne pas participer à l'élection. Vive réaction du pouvoir, mais aussi au sein de la société civile. Rester vierge pour payer ses études, c'est possible en Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal. Une mesure décidée par la municipalité vient d'entrer en vigueur. L'objectif est de lutter contre le sida, mais de nombreuses associations dénoncent une atteinte à la vie privée et une discrimination envers les femmes. On va donc se rendre en Tunisie, 2 jours après l'attaque contre des camps militaires qui avaient fait 55 morts. La région de Ben Guerdane a à nouveau été le théâtre de violences. Une dizaine de djihadistes au moins ont été tués, mais aussi un policier dans cette région qui est située tout près de la frontière avec la Libye. On va retrouver notre envoyé spécial, Sandro Lutiens. Vous avez passé toute la journée dans cette zone de Ben Guerdane. Quelle a été l'ampleur de ces nouveaux accrochages ? Bien, ces nouveaux accrochages sont surtout disséminés à travers toute la région, toute la zone. Nous avons notamment vu aujourd'hui une maison criblée de balles, où aujourd'hui la brigade antiterroriste a trouvé un homme qui donc se cachait là, un présumé djihadiste. Hier encore, nous assistions à une autre opération de ratissage. Ils avaient eu un indice comme quoi des djihadistes ou éventuellement une cache d'armes serait à proximité d'une mosquée. Eh bien, c'était sans succès, mais vous le dites, aujourd'hui un bilan de 10 morts du côté des djihadistes, une victime du côté des forces de l'ordre. Ça montre bien que Ben Guerdane n'est pas encore retourné au calme. En tout cas, ce que nous avons entendu de nos sources sécuritaires du côté des renseignements, eh bien, c'est que ce sont les habitants de Ben Guerdane qui très souvent aident les forces de l'ordre à retrouver ces djihadistes dans la nature. Alors Sandro, on a entendu aujourd'hui les autorités tunisiennes qui se sont félicitées des opérations de défense de Ben Guerdane. Est-ce que ça a réellement été un succès ? Eh bien, disons que le succès est mitigé. Alors d'abord, il y a évidemment le combat de terrain, parce qu'il ne faut pas oublier que les forces spéciales, les militaires et la police ont été surpris dans la caserne du côté de la station de police et du poste de garde nationale, pardon. Ils ont été surpris, mais ils ont très bien réagi. Donc la défense de la zone et de la région a plutôt bien marché, car dans le bilan total, beaucoup plus de victimes du côté des djihadistes que du côté des forces de l'ordre. Alors en revanche, l'État tunisien pointe le doigt depuis de nombreux mois vers la Libye, et cette fois-ci encore. Et donc l'État tunisien avait augmenté le système sécuritaire le long de la frontière, notamment avec un système d'obstacles. Eh bien, il semblerait que ce système d'obstacles n'est pas si efficace que ça. Pour le moment, l'État tunisien, pour les prochaines semaines, a prévu notamment d'augmenter ce système sécuritaire avec un système de surveillance électronique. Des experts sont attendus d'Allemagne et de Grande-Bretagne pour aider à établir ce système. On attend de voir quelles seront les autres mesures. Merci pour toutes ces précisions. Sandro Lutiens, vous étiez en direct de Djerba. Merci aussi à Fanny Allard pour cette liaison technique. On ne parle que de cela au Niger. Ce coup de théâtre hier, à une dizaine de jours du second tour de la présidentielle, l'opposition suspend sa participation au processus électoral. Et si rien ne change, leur candidat Hama Amadou n'ira pas au second tour. Les réactions sont indignées, bien sûr, du côté du pouvoir, mais aussi du côté de la population et de certains représentants de la société civile. Le récit de Ben Barnier. L'opposition nigérienne a décidé de frapper fort. À 10 jours du deuxième tour, elle vient d'annoncer qu'elle boycotterait le reste de l'élection présidentielle. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 1. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. La COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. L'opposition dénonce une inégalité de traitement entre les candidats. Hama Amadou, le principal opposant au président Issoufou, étant toujours sous les verrous dans une affaire controversée de trafic présumé d'enfants. L'opposition estime également que la proclamation officielle des résultats du premier tour n'a pas été faite en bonne et due forme.
Des critiques que le pouvoir en place balaie d'un revers de la main. Le problème principal, l'alpha et l'oméga, c'est qu'ils ont compris qu'ils vont perdre. À 36%, je ne vois pas, sans report de voix, sans désistement d'un autre candidat, je ne vois pas comment ils peuvent gagner. Et moi, je ne le vois pas, eux non plus, ils ne le voient pas, et ils ont compris. Nous irons aux élections le 20 mars avec ou sans eux. Cela aussi doit être clair. Et nous sommes partis pour aller aux élections le 20 mars et les gagner naturellement ce jour-là. Certains membres de la société civile craignent les conséquences de ce boycott. C'est une crise qui s'installe dans le pays. Et une crise politique n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter. Et du reste, nous, organisation de la société civile, depuis le début de ce processus, nous avons fait pas mal de déclarations, de prises de position pour attirer l'attention sur la nécessité de conduire ce processus-là de façon transparente, inclusive. À moins que l'opposition ne revienne sur sa décision, le président Mahamadou Issoufou aura le champ libre pour un second mandat. En Somalie, 3 policiers ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée au Shebab. C'est une voiture piégée qui a explosé à Mogadiscio dans un salon de thé situé juste à côté d'un commissariat. En Somalie, où les Américains s'engagent de plus en plus, les forces spéciales ont mené un raid terrestre contre une position des insurgés islamistes à Aoudeguélé, à quelques 50 km de la capitale. On ignore pour l'instant quelle était la cible de cet assaut. Un raid qui s'est en tout cas produit 2 jours après un autre raid aérien qui avait fait 150 morts parmi les Shebabs. Au Zimbabwe, ils étaient plusieurs centaines de personnes dans les rues de Harare, la capitale, 1 an, jour pour jour, après la disparition d'un opposant. Ces manifestants veulent savoir la vérité sur le sort d'Itai Dzamara, ancien journaliste et fervent critique du régime, et qui a été enlevé par des hommes non identifiés le 9 mars 2015. Depuis, plus aucune nouvelle. Parmi les manifestants, il y avait le leader de l'opposition du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai. La disparition d'Itai Dzamara montre le visage inadmissible de ce régime. Le visage inadmissible d'un gouvernement qui s'adonne à des enlèvements de personnes simplement parce qu'ils ont des opinions différentes. Et autre manifestation à Bamako, cette fois plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la capitale malienne pour réclamer un meilleur accès à la terre et à l'eau. Cette caravane partie du Burkina Faso dénonce notamment la mainmise des grandes entreprises ou d'autres spéculateurs sur les ressources naturelles dont devraient mieux profiter les populations locales. François Rioué a suivi l'arrivée de cette caravane à Bamako. Ils sont plusieurs centaines et ils sont partis le 3 mars dernier de Ouagadougou au Burkina Faso. Ils sont aujourd'hui au Mali. Juste derrière moi, la manifestation se poursuit. Ils sont plusieurs centaines à défendre 3 choses, notamment l'accès à l'eau, l'accès à la terre, mais aussi la défense des semences paysannes. Massa Koné est l'un de leurs leaders. Il défend notamment les paysans contre l'accaparement des terres par les gros investisseurs, dit-il. Il explique ce qu'il reproche aujourd'hui au gouvernement malien. Changer leur attitude. Leur attitude sur la gestion foncière, sur la gouvernance foncière, de revoir notre souveraineté alimentaire qui passe par l'agroécologie, par les semences paysannes, qui sont nos savoir-faire pour qu'on puisse faire nos agricultures libres et indépendants, pour que nos eaux soient protégées, qu'ils soient à notre service, car nos villages sont tous installés, soit en fonction des cours d'eau, soit en fonction des terres arabes. La marche doit se poursuivre dans les prochains jours vers la ville de Kaye au Mali, mais aussi au Sénégal, où ces mouvements doivent être reçus par le président sénégalais Macky Sall, qui est également président en exercice de la CEDEAO et à qui il sera remis le 18 mars prochain un livret vert de la convergence de ces mouvements. Le président rwandais en visite en Guinée, Paul Kagame s'est entretenu avec son homologue guinéen Alpha Condé avant de visiter le port autonome de Conakry. De nombreux accords de coopération ont été signés entre les 2 pays, les 2 chefs d'État qui se sont engagés pour le renforcement de la coopération sud-sud. En RDC, c'est un soulagement pour de nombreux couples étrangers en attente de leurs enfants adoptés dans ce pays. 600 d'entre eux ont été autorisés à quitter la RDC où ils attendent depuis plus de 2 ans et demi. Cela représente environ la moitié des quelques 1200 enfants adoptés et encore retenus en RDC. Les autorités congolaises ont en effet bloqué le processus en septembre 2013, officiellement pour enquêter sur le bien-être des enfants adoptés à l'étranger.
On va faire le point à présent sur cette mesure qui a fait beaucoup de bruit en Afrique du Sud. Une municipalité a décidé de payer les frais de scolarité aux jeunes filles qui restent vierges. L'objectif est de lutter notamment contre le sida, mais le programme est dénoncé par de nombreuses associations. Reportage. Pour Bongiwe et Toubelilé, pas question d'avoir des rapports sexuels avant la fin de leurs études. Ces jeunes sud-africaines bénéficient d'une bourse bien particulière. Le conseil municipal de la ville de Ladysmith paie leurs études supérieures à condition qu'elles restent vierges. Cette mesure a fait polémique en Afrique du Sud, mais les jeunes filles y voient plutôt une opportunité. Ça me rend fière. Partout où je vais, je sais que je suis un beau miroir pour les autres. Je serai leur modèle et ils m'aimeront beaucoup, car ils sauront que je suis pure et que cela me préserve de toutes sortes d'infections. Au sein de la communauté, ces bourses sont aussi perçues comme un moyen de faire revivre la culture zoulou. Doudou Zwane est l'une des aînées chargée de vérifier la virginité des jeunes filles. Elle explique sa méthode. Il y a quelque chose comme ça qui ferme le trou. À 16 ans, c'est comme ça. Et puis à 18 ans, c'est comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à 20 ans, où c'est totalement fermé. Plusieurs associations estiment que cette bourse est une atteinte à la vie privée et qu'elle est anticonstitutionnelle. La maire de Ladysmith est la principale cible de ces critiques, mais pour elle, l'initiative permet de lutter contre deux fléaux, le sida qui frappe un habitant sur deux dans la communauté et les grossesses des adolescentes. À 25 ans, certaines filles ont parfois 2, 3 ou 4 enfants. Le pays, la société doit faire quelque chose. C'est ma responsabilité en tant que dirigeante de cette communauté d'agir pour ces jeunes filles. La ministre du Développement social ne partage pas cet avis. Pour elle, ces pratiques ne font que renforcer les discriminations contre les femmes. Malgré la polémique, la maire reste campée sur ses positions et promet même de récompenser prochainement les jeunes garçons qui veulent rester vierges. C'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'info continue tout de suite.